Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne panafricaine. Après 27 ans de déni de justice au Burkina Faso, le dossier Thomas Sankara connaît de nouveaux rebondissements. La justice du Burkina a entendu la femme de l'icône de la révolution burkinabé, Mariam Sankara, et procédé donc à l'exhumation de ce qui est supposé être la tombe de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1980. C'est un vent nouveau qui souffle au Burkina, un espoir pour la famille Sankara quant à ce que justice et toute la lumière soient faites sur la mort de celui dont la vie a été consacrée à donner la dignité au Burkina Faso et l'Afrique et dont les discours résonnaient aux 4 coins du monde. J'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Mariam Sankara, la veuve du capitaine Thomas Sankara. Madame Sankara, bonjour. Bonjour. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites de nous recevoir. Première question, vous êtes au Burkina pour la deuxième fois en 28 ans. Vous étiez là en 2007. Qu'est-ce que ça vous dit de retourner? Quel est le sentiment qui vous anime lorsque vous voulez le sol de votre pays, le Burkina? J'avoue que c'est une joie pour moi et vraiment une fierté. Surtout que cette fois-ci, je suis venue à la rencontre d'une population, d'un peuple burkinabé qui a été combatif, qui nous a libérés. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis 27 ans, le Burkina connaît un régime antidémocratique et autocratique. Et le peuple est sorti pour entraîner la chute de ce régime autocratique que le Burkina a connu depuis 27 ans. Donc moi, je retrouve un peuple en tout cas enthousiaste, libéré, qui m'a accueilli avec beaucoup de chaleur. Et je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui, grâce à l'insurrection qui a donc amené le changement dans ce pays. Et c'est grâce à ces personnes que je foule la terre la deuxième fois avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir aussi. Pendant 27 ans, la famille Thomas Sankara a attendu à ce que justice soit rendue à l'icône de la révolution, mais en vain, malgré l'intervention de l'ONU qui a demandé à ce que justice lui soit rendue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'atmosphère est propice, les conditions sont réunies quant à ce que justice soit finalement rendue à Thomas Sankara? Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Parce que, comme je vous dis, cette population, la population du Burkinabé, au-delà même du Burkina, tous ceux qui sont épris de justice, tous ceux qui sont progressistes, font de ce dossier leur dossier. Donc ce n'est plus une affaire de Mariam Sankara et de ses enfants, ni de la famille Sankara, mais c'est tout le peuple burkinabé qui veut la justice, qui veut mettre fin à l'impunité. Et donc, avec l'insurrection, il y a eu un gouvernement de transition qui a été mis en place. Et ce gouvernement a manifesté sa volonté d'ouvrir le dossier. Et d'ouvrir le dossier, et puis un juge a été... Ils ont commencé par nommer un juge militaire, parce que comme vous avez parlé des Nations Unies, des recommandations, ça, même dans les textes burkinabés, c'était la justice militaire qui devait commencer à instruire. Et donc ce juge a commencé l'instruction et c'est dans ce cadre qu'il m'a écouté. Il m'a écouté pendant longtemps et moi aussi c'était la première fois depuis tout ce temps que je me battais, parce que depuis le 15 octobre que mon mari a été assassiné, bon, c'est cette révolte, j'ai vu avec cette révolte, avec toute la famille. Bon, ça dit que personne ne nous a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est maintenant que, grâce aux autorités de la transition, qu'un juge a été nommé qui a commencé à instruire. Et quand il a voulu m'écouter, j'étais favorable. Il m'a écouté donc pendant de longues heures, parce que c'était la première fois que quelqu'un m'écoutait, qu'une autorité judiciaire m'écoutait, du Burkina m'écoutait. On a procédé à l'exhumation de ce qui est supposé être la tombe de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Alors, pour vous, quelle est la valeur de l'exhumation de la tombe? Est-ce que vous doutez? Bon, vous savez,
De la manière dont les choses se sont passées, nous ne savons rien. Parce que la famille n'a jamais vu le corps. Je sais qu'à l'époque, mes beaux-parents étaient vivants. Et en fait, ils avaient demandé, c'est la moindre des choses. On n'a pas eu de réponse. Même ils sont chrétiens, ils ont voulu faire une messe. Tout ça, ça a été refusé. Et donc, eux, jusqu'à ce qu'ils partent, ils n'ont jamais accepté de se rendre sur la présumée tombe. Personnellement, je m'y rendais avec certaines veuves, parce que pour nous, enfin, c'était une manière un peu de nous retrouver, mais on ne savait pas, enfin, en n'étant pas sûr que, avec toutes les rumeurs qui couraient, et donc je pense que l'expertise qui va venir sera la bienvenue, permettra de situer, de savoir si c'est vraiment, réellement eux qui sont là. Et c'est aussi pour le but de l'enquête, parce que on saura enfin qu'est-ce qui s'est passé, parce que comme vous savez, moi j'ai reçu, nous avons reçu des certificats de décès mort naturel. Et donc, bon, ça permettra aussi de déterminer quelle est la cause de leur mort. Lorsque vous avez échangé avec les autorités de votre pays, le Burkina, vous avez rencontré certainement le Premier ministre, le président de la transition, Michel Kafando, également le CNT. Est-ce que vous sentez une volonté réelle de faire toute la lumière sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara? Oui, j'ai senti, j'ai compris que ils ont vraiment besoin que la lumière soit faite, qu'ils feront de leurs possibilités, dans la mesure de leurs possibilités en tout cas, pour que le dossier aboutisse. Ça, j'ai compris à travers les discussions, bon, ils me l'ont dit, et c'est encourageant. C'est encourageant, et puis moi aussi je souhaite en tout cas que le maximum puisse se faire pendant la transition. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un procès soit ouvert pendant la transition? Il reste quelques 6 mois. Ce serait vraiment le bienvenu, ce serait mon souhait. Parce que beaucoup de choses puissent se faire. Parce que depuis qu'ils ont commencé, on a l'impression que le processus va assez vite. Bon, ils ont fait c'est difficile pour nous des familles, hein, parce que depuis que je suis venue, j'ai rencontré des familles qui sont venues. C'est dur, mais je pense que c'est une étape nécessaire. C'était une étape nécessaire, l'exhumation et tout, et les experts sont là. Bon, je crois que les résultats auxquels ils vont aboutir vont permettre au dossier d'évoluer. Et puis bon, et ensuite, en tout cas, on espère que certaines personnes seront entendues, des personnes qu'on soupçonne et tout ça seront entendues. Et ça, il faut, et que on aura la fin, l'aboutissement, ou en tout cas une avancée importante pendant la période de la transition. Nous le souhaitons. Vous-même, on ne vous a pas vu au cimetière de Dagnoin. Est-ce que c'était la charge émotionnelle qui vous a empêché d'y être? C'est dur, comme je vous l'ai dit, c'est dur. Hein? Moi, je préfère garder, parce que j'ai jamais accepté que mon mari n'est plus là et tout ce qu'il est. Donc c'est dur pour moi d'aller au cimetière pour constater, pour assister à l'exhumation. Je préfère garder l'image, la dernière image que j'ai de lui. Quelle est la condition qui va vous permettre de pardonner un jour? À quelle condition allez-vous pardonner? Vous savez, je suis une croyante, je suis une chrétienne, on parle de pardon. Moi, je crois que la justice, c'est important, que justice soit faite, que nous connaissons quels sont les assassins, que ces assassins qu'ils soient sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. C'est un soulagement, ce serait un soulagement. Et je crois que quand ça serait fait, vous savez, il y a certaines choses qu'on n'oublie pas. Mais on peut faire avec. Mais à condition quand même qu'il y ait une justice. C'est pourquoi nous nous battons pour que justice soit rendue. Malgré votre jeune âge, hein, excusez-moi du terme, au moment des faits, vous avez certainement à l'époque 34 ans, malgré la brutalité du choc sans dimension, vous avez tenu bon, vous avez été digne. D'autres, à votre place, auraient peut-être refait leur vie
aurait peut-être profité de la notoriété du capitaine Thomas Sankara pour se faire beaucoup de choses, mais vous êtes resté digne. Je voulais savoir où est-ce que vous tirez cette force, ces ressorts pour pouvoir transcender l'émotion et être digne. Bon, vous savez, comme je vous dis que la mort de mon mari m'a vraiment révoltée. Et c'est difficile pour moi de l'accepter. Et je suis restée toutes ces années en espérant que justice lui sera rendue. Bon, ça c'est ma force, le fait de croire que un jour, en tout cas, il faut que justice lui soit rendue. Et, bon, sinon, c'est ça ma force, je la tire de là. Vous avez parlé tout à l'heure d'une dernière image. Le 15 octobre au matin, en 1987, vous l'avez vu? Oui. Quel était son état d'esprit? Bon, moi je l'ai vu, le matin, quand on s'est quitté, moi j'allais à mon travail, je suis allée à mon service. Et quand je suis revenue à midi, il était dans son bureau, donc au palais, en train de travailler. Il travaillait il travaillait encore avec sa secrétaire. Donc, bon, quand c'est continu comme ça, j'ai pris mon repas, je suis allée me coucher. Et ensuite, quand la secrétaire est partie, il m'a appelé de venir continuer, de venir l'aider parce que bon, il avait rédigé quelque chose, je devais le lire pour qu'il le mette au propre. Bon, ce que j'ai fait, on a terminé, bon, et puis bon, il a mangé, donc on s'est reposé. Et moi, je suis allée au service avant, je suis partie avant lui, j'ai rejoint mon service. Et vers 15h, il m'a appelé, il dit, ah oui, il a oublié de me préciser parce que à 18h, nous recevons des gens à la maison. Je dis d'accord parce que bon, de toute façon, moi je partais après le travail, je pouvais aller voir des amis, je pouvais avoir de la famille et tout ça. Je dis d'accord, je viens. Et puis bon, voilà, vous voyez, donc après Quel était son état d'esprit? Est-ce que vous-même ou lui-même avait ce pressentiment que quelque chose allait arriver? À ce jour, non, il préparait il préparait parce qu'ils avaient une réunion. Et donc, avec ses collègues, ceux qui ont été assassinés en même temps que lui, ils avaient une commission ad hoc, donc il préparait sa réunion. Il préparait, il n'y avait pas... Moi, je ne pensais pas que je ne le reverrais plus. Bon, lui non plus, puisqu'on devait se revoir le soir avec des gens et tout ça, hein, des amis de la famille. Comment avez-vous appris sa mort? Comment j'ai appris? C'était un jeudi, c'était un jour de sport, parce qu'à l'époque, le lundi et jeudi, à partir de 16h, c'était le sport collectif. Et donc, bon, j'étais là et une amie m'a appelé me disant qu'il y a des coups de feu qu'on entend vers le conseil de l'entente, là où... Qui servait de palais présidentiel? Oui, à côté de la présidence. Bon, moi j'étais en bon, je sais pas, j'ai essayé de l'appeler, d'appeler pour savoir, mais je n'ai pas eu de réponse. Et quelque temps après, le directeur du protocole est venu avec une voiture où il y avait déjà mes enfants. Il me dit de monter. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, non, montez. Bon, donc je suis montée dans la voiture et on nous a amenés chez des amis à nous. Et donc nous sommes restés chez ces amis qui nous ont encore transférés chez d'autres amis. Nous sommes restés, nous avons passé la nuit là-bas. J'écoutais sur les ondes, c'est par RFI. Bon, c'est par RFI que j'écoutais ce qui se passait. Le matin, j'ai demandé à aller quand même dans ma belle famille. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait déjà du monde et tout ça. Et puis bon. Personne ne vous a informé par téléphone, non? Non, personne ne m'a informé par téléphone. Je pense que c'était dur de dire. Même les amis chez qui j'étais ne pouvaient pas annoncer. Et vous avez quitté le Burkina pour aller d'abord au Gabon, ensuite en France? Oui. Et pourquoi ce choix? Bon, pour aller au Gabon, c'est-à-dire que dès le lendemain, il y a un émissaire du président Rawlings
qui est venu me voir, qui dit qu'il faut que je parte. Roy Links, l'ancien président du Ghana, c'était un ami personnel à Thomas Sankara. Oui, politiquement, ils étaient très proches et tout ça. Mais moi, je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas partir comme ça. Pour moi, je suis attachée, je n'ai jamais pensé que je quitterais le Burkina. Et puis bon, je ne voulais pas partir et laisser... Pour moi, je ne voulais pas partir et laisser mon mari. Et donc, je suis restée... j'ai décliné leur offre. Ensuite, il y a eu d'autres personnes. Bon, il y a eu d'autres présidents aussi qui ont essayé. Même Madame Mitterrand aussi a envoyé des gens aussi. Le président du Sénégal, qui était Abdou Diouf à l'époque aussi. C'était Abdou Diouf à l'époque aussi. Bon, je suis restée. Ensuite, commençaient les persécutions, commençaient à me persécuter, des fouilles. Les personnes qui venaient me rendre visite, on les suivait pour aller fouiller. Ils allaient jusqu'à casser des pots de fleurs chez des gens pour chercher. Ils cherchaient de l'argent. Voilà. Ils cherchaient des sous. On a fouillé dans mon bureau. Ils sont allés notamment aussi forcer mon bureau pour faire des fouilles. Ils sont allés jusque chez ma mère, qui n'est même pas ici, aller fouiller. Donc ma belle famille, ils ont emporté. Ils m'ont pris mes documents burkinabés, les souvenirs que j'avais pris de mon mari pour les enfants plus tard, ils ont tout pris. Et bon, donc, je recevais des menaces de mort. Au téléphone? Oui, même que ce soit au téléphone par écrit aussi. Hein. On venait jeter, on a cassé ma voiture dans ma cour. Et la nuit, on recevait des cailloux sur le toit et tout ça. Et donc, à partir d'un certain moment, il a fallu que, comme je disais, il y avait des associations aussi pour la justice, qui sont passées, même religieux, hein, qui étaient en Suisse. Hein. Du moins, il y avait un groupe religieux vraiment révolutionnaire aussi, ouvert, hein, qui ont dû saisir l'archevêque, même c'était le cardinal. Donc pour parler de ma situation, eux ils se sont approchés des autorités. Donc on a mis une certaine surveillance. Il y avait des militaires ou des policiers qui venaient passer la nuit, qui venaient surveiller. Bon, donc les choses se sont atténuées. Mais cela n'a pas arrêté les persécutions. Mes enfants, par exemple, ne pouvaient plus, autour de nous, certaines personnes ont été menacées parce que ces personnes nous fréquentaient. Et donc les enfants, ils étaient petits. Quand ils disent, ah oui, maman, on va aller jouer chez telle personne. Moi, je sais qu'ils ne peuvent pas, je ne veux pas les mettre dans des ennuis. Donc il y avait tout ce tas de problèmes. Et puis un jour, on est venu me dire que mes enfants même sont menacés. Alors là, j'ai dit que c'est sérieux. Et comme le président Bongo, oui, parce que le président Bongo, ça aussi c'est une longue histoire, parce qu'il considérait le président Sankara comme son frère. Parce que le frère du président Bongo, et donc mon mari avait fait à l'époque un stage militaire ensemble à Pau. Et donc c'est ainsi que le frère du président Bongo lui a parlé du président Thomas. Et donc c'est le président Bongo même qui m'explique, qu'il lui a dit qu'en tout cas lui il a son ami, et à l'époque Voltaïque il est rentré, et il pense que si dans 10 ans, si celui-là tel qu'il est, il le connaît, s'il n'est pas président, c'est qu'on le tue. Et donc 10 ans, lui-même il dit 10 ans, pour 10 ans, Sankara est devenu président. Et donc quand il est parti au Gabon, entre-temps son ami gabonais est mort dans un accident d'avion au Gabon là-bas. Et quand il est parti au Gabon, il a demandé au président d'aller s'incliner sur la tombe de son ami. Alors le président donc a mis un avion à sa disposition, et depuis ils sont devenus proches, c'est-à-dire il l'a considéré comme frère. Et donc quand il a appris ce que je vivais, il a donc fait ce qu'il fallait auprès du président Compaoré pour que je puisse sortir. Et donc c'est lui qui a réussi à nous faire sortir.
Et bien sûr, quand je suis sortie, c'était accompagné d'une lettre où je ne devais pas aller au Ghana, je ne devais pas aller au Congo, parce que le président Sassou aussi était proche du président Sankara. Je ne devais pas aller en France, parce que la France est un pays de droit, de liberté et tout ça. Et même bien avant que je sorte, ils avaient sorti, c'est la gendarmerie, comme quoi je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain kilomètre de Ouagadougou. Alors que, bon, voilà, il fallait vraiment que je parte. Donc, compte tenu de tout ça, j'ai trouvé que pour mes enfants, il fallait que je parte aussi. Et puis, cela rassurait aussi mes proches que je sois partie. Et c'est ainsi que je suis partie. Vous avez fait combien de temps au Gabon? J'ai fait une année et ensuite je me dis que je pars, je reprends encore des études aussi parce que je ne voulais pas rester. Comme ça, je suis partie. Et bon. Mais j'ai gardé toujours de bonnes relations avec le Gabon. Vous avez étudié en France? J'ai étudié en France. Vous avez fait un doctorat? J'ai fait, oui, une thèse en développement rural. Okay. Oui, et puis bon, voilà. Et les effets personnels du président Thomas Sankara, quels sont-ils devenus? Est-ce que vous les avez? On ne les a pas eus, mais en plus de ces effets, parce que comme ils sont allés perquisitionner aussi chez ses parents, il y a une de ses sœurs qui est décédée, ils ont pris aussi, même sa télé, ils ont ramassé des affaires aussi là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Bon, j'espère que maintenant, avec la justice qui est en cours, peut-être qu'ils vont nous les restituer. Est-ce que quand vous avez quitté, vous êtes resté en contact avec certains amis, certains compagnons de lutte de Thomas Sankara, notamment les Henri Zongo, Jean-Baptiste Lengani, Boukari Kaboré? Non, pas Henri Zongo, pas Lengani, parce que ils étaient à un moment avec Blaise Compaoré jusqu'à ce qu'eux aussi ils subissent un sort. Bon, Boukari, quand il était en exil, oui, Boukari, parce que lui aussi il a dû quitter, parce que sa vie était menacée. Puis bon, tout ce qui était dans la clandestinité et tout ça, oui, j'avais leur contact. Est-ce que pendant les 28 ans, vous avez échangé une fois avec le président Compaoré? Non, pas du tout. Je n'ai pas cherché, il n'a pas cherché non plus. Et son épouse, Chantal? Non, pas du tout. Il y avait d'autres militaires aussi qui étaient très proches, par exemple Gilbert Diengéré. Est-ce que vous avez échangé? Jamais. Personne du Sérail n'est venu une fois vous présenter les condoléances? Non, jamais. Au contraire, les gens ont continué à enfoncer, comme on dit, le clou. Non, jamais. Alors, que sont devenus les enfants, vos enfants, Philippe et Auguste? Mais Philippe et Auguste, ça va, hein, ils vivent aussi. Comme moi, eux aussi vivent dans la discrétion. Nous avons toujours vécu dans la discrétion, dans l'anonymat. Tant que quelqu'un ne sait pas qui nous sommes, même quand on pense que c'est nous, bon, si ce n'est pas nécessaire, on leur dira non, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc, ça va, ils vont bien aussi, ils vivent leur vie. Ils vivent aux États-Unis, ils poursuivent leurs études, j'imagine? Ils vivent leur vie aux États-Unis. Je pense qu'eux aussi, ils auront l'occasion de venir au Burkina. Ils sont contents. Ils ont les regards tournés aussi vers le Burkina. Ils viendront. Quelle attache ils ont avec le Burkina? Ils ne sont jamais venus, j'imagine? Non, ils ne sont jamais venus, mais ils ont quand même la famille qu'ils voient. Et oui, ils ont quand même la famille. Le grand frère de Sankara qui est aux États-Unis? Bon, non, Paul est le petit frère, tout petit frère. Bon, il y a Paul, et Pascal, et Lydie, Pauline, ils ont des cousins. En tout cas, ils sont en famille là-bas, ils sont bien. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font leurs études, ils essaient de terminer leurs études, hein, tous là-bas. Ils se battent comme ils peuvent. Hein. Ils font quoi comme études? Le droit, le journalisme, la communication. Qu'est-ce qu'ils font comme études? Bon, il y a un qui est dans l'informatique. Lequel, Philippe? Philippe est dans l'informatique et Auguste dans le business. Auguste, c'est le cadet? Le plus petit. Le premier, il a quel âge? Oui, ce sont des hommes maintenant, ils ont plus de la trentaine. Bon, Philippe est de 80, bon, je ne sais pas ce que ça fait. Il a 35 ans. Oui, Philippe est de 82. Est-ce que vous sentez que la politique, ça les intéresse, ça les passionne?
j'ai pas l'impression. Ils suivent ce qui se passe, mais non, je pense que, vous savez, il ne faut pas attendre que le fils d'un politicien soit forcément politicien aussi. Hein? Oui, mais ce qui est sûr, il s'intéresse à ce qui se passe et tout ça, mais bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça c'est leur vie. Je ne saurais pas vous en dire. Je pense qu'eux-mêmes, ils vous répondront un jour. J'imagine qu'ils n'ont pas assez connu le capitaine Thomas Sankara. Est-ce qu'ils vous ont demandé une fois ce qu'est devenu leur père? Ou bien ils le savent? Ils le savent, hein? Ils le savent parce que, comme on dit, il y a des journaux, des gens en parlent, et autour de nous, toutes les personnes que nous fréquentons, ça dit que ceux qui sont proches de nous quand même, c'est notre sujet de conversation, donc ils savent ce qu'ils savent aujourd'hui, surtout que ce sont des hommes, donc ils savent bien, ils ont leur opinion sur la question et tout. Est-ce qu'ils envisagent de venir vivre au Burkina avec vous-même par exemple? Mais maintenant, ce sont des hommes, ils ne vont pas vivre avec moi. Vous-même, vous envisagez de venir vivre au Burkina? Oui, mais mieux que... Parce que vous avez l'exil. L'exil, on ne le fait pas délibérément. Comme je vous dis, j'ai eu du mal à partir. Je suis attachée à mon pays, je n'ai jamais voulu partir. Mais l'occasion se présente, je viendrai. Je crois que bon, je me sens bien. En tout cas, je me sens bien partout. J'ai quand même des amis, j'ai des personnes qui m'entourent et tout. Bon, mais j'aimerais aussi être au Burkina. J'aimerais être au Burkina en tout cas. Je viendrai quand le moment sera venu. Je suis déjà venu. Je crois que j'ai fait le pas. Je peux dire que je suis déjà venu au Burkina. Maintenant, venir m'installer définitivement, ça, ce n'est plus qu'un détail. Je ne suis plus exilé, c'est ce que je peux dire. Beaucoup de Burkinabés s'attendent à ce que vous lancez en politique. Non, ça veut dire que comme là, je me suis enrôlée, je vais voter. Pour la première fois, j'ai demandé avant de venir, j'ai demandé qu'on m'inscrive, j'ai fait tout ce qu'il faut, le certificat de nationalité, parce que comme je dis, moi j'ai aucun papier burkinabé, j'ai les papiers gabonais, je suis comme gabonaise, oui, donc il fallait que je m'inscrive, je prenne la nationalité et tout ça, c'est ce qui a été fait, je me suis enrôlée. Je viendrai voter, je suis citoyenne burkinabé, donc à ce titre aussi, je suis un acteur politique. Je pense, j'ai mon opinion sur ce qui se passe et tout. Et puis, si je suis au Burkina, en tout cas, quant à être leader et tout ça, non, ça c'est... Les Burkinabés s'attendent à voter pour vous, par exemple? Bon, ils voteront parce que, comme vous dites aujourd'hui, comme le message du président, c'est pour le quoi il s'est battu, il s'est sacrifié, je crois que le message est passé. Bon, je suis même dépassée du nombre de personnes qui se disent sankaristes. Surtout tous ces jeunes qui n'étaient même pas nés, ou bien qui étaient des bébés, ou qui sont nés après, ont bien compris, ils ont compris son message, ils se disent sankaristes. Il y a des courants sankaristes, des partis politiques sankaristes qui sont là. Je pense que ces partis pourront bien mobiliser ces jeunes et aussi avoir un projet de société qui va répondre à leurs préoccupations. Parce que moi, je soutiens, je ne fais pas la politique, mais je soutiens toute initiative qui va dans le sens de l'intérêt de cette jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui est l'avenir du Burkina et puis bon, l'avenir de l'Afrique. Donc tout projet de société qui ne cherche pas à trouver une solution aux préoccupations de ces jeunes, c'est-à-dire leur formation, l'éducation et l'emploi, je crois que ces projets n'ont pas leur place dans l'avenir, dans le développement de nos pays. Et je souhaite en tout cas que qu'il en soit ainsi, que nos responsables politiques se soucient vraiment de la jeunesse. Et puis bon, je les invite aussi à voter pour qu'il y ait un changement. Parce que ce n'est pas à les urnes. Comme j'ai dit, il y a eu une insurrection populaire. Maintenant, il faut qu'il y ait une insurrection électorale victorieuse pour l'espoir en tout cas du Burkina, le bien-être du Burkina. Les partis sankaristes, ils sont nombreux au Burkina, ils sont restés longtemps divisés pendant des années. Mais chose exceptionnelle cette année, avec votre arrivée,
Les partis sankaristes ont désormais un candidat unique à la présidentielle. Vous avez fait beaucoup de choses pour cela, vous y avez œuvré. Est-ce que pendant la campagne, vous serez là pour soutenir le candidat sankariste? Bon, le candidat sankariste a mon soutien. Il a mon soutien. Maintenant, la campagne, cela dépendra si j'ai la possibilité de le faire. Dans la mesure de mes possibilités, en tout cas, je les soutiendrai. Je vais voter, je les soutiendrai. Si vous portez un regard sur la scène politique burkinabé, pensez-vous qu'ils ont la chance de gagner la présidentielle en 2015? Ils ont la chance. Comme je dis, s'ils portent un projet de société, parce que vous avez vu aujourd'hui, et pourquoi l'idéal du président Sankara est encore vivant, ce pour lequel il s'est battu? Parce qu'il y a les acquis de la révolution. Il a montré en 4 ans, il a fait des choses qui ne peuvent pas se faire. En tout cas, qui pendant les 27 ans, on n'a pas vu. Hein? Et donc, ça dit qu'il a mis en avant des valeurs qui sont essentielles pour cette société, les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de justice. Bon, et il s'est préoccupé de laisser pour compte. Vous voyez, donc, comme je dis, le projet, j'espère que les sankaristes, dans leur projet de société, ils vont tenir vraiment compte des préoccupations de cette grande couche de la population. Ils ont des chances, hein, ils ont vraiment des chances. Est-ce que vous pensez que dans l'Afrique d'aujourd'hui, il est très facile, vous qui avez connu le président Sankara, d'être comme Thomas Sankara, un homme désintéressé, un homme passionné pour son pays, un homme passionné pour l'Afrique, un homme qui était l'incarnation de l'intégrité? Est-ce que dans ce monde dominé à outrance par le capitalisme et les gains faciles, c'est facile de trouver un homme comme Thomas Sankara? Vous savez, chaque personne a sa nature, a son caractère et tout ça, mais je pense que quand on veut quelque chose, on peut arriver, parce que quand on veut on veut un avenir meilleur, on aime son peuple, parce que Sankara aimait son peuple, il aimait son peuple et il aimait les autres peuples. Donc dans un pays pauvre comme le Burkina Faso, bon, je pense que si vous voulez que le pays avance, il y a des sacrifices à faire. Et le dirigeant, celui qui dirige, doit être le modèle, parce que le père de famille, c'est le modèle des enfants, il est le modèle de la famille. Et donc le dirigeant, en tout cas, qui veut que son pays qui veut sortir son pays de la misère, surtout comme en Afrique, on a vraiment des problèmes et tout ça, il faut savoir partager, il faut savoir répondre aux préoccupations de la population. Bon, je pense qu'on trouve toujours des personnes intègres et tout ça, il y en a, hein, honnêtes et tout, c'est ça. Et donc aujourd'hui même, je crois que c'est des valeurs dans tout, même que ce soit au niveau de diriger un pays, même au niveau d'une société. Je pense que ces valeurs essentielles de morale, éthique sont importantes. Même dans une famille, c'est important. Quel est le message particulier, les conseils que vous donnez généralement aux partis sankaristes? Moi, ce que je leur dis, c'est-à-dire que l'union, je l'ai toujours exhorté à se mettre ensemble, à s'unir, parce qu'ils sont nombreux à défendre le même idéal. Bon, moi, ça aussi, je peux expliquer, parce que pendant les 27 ans, ça n'a pas été facile. On a entendu des gens dire qu'eux, ils avaient comme rôle de diviser les partis. Donc, les premières personnes à diviser, je pense que c'était les sankaristes. Il y avait toutes sortes de manipulations. Ce sont des personnes qui ont été humiliées, on leur a fait passer, on a fait comprendre aux gens que c'était des incapables et tout, mais aujourd'hui, ils ont montré qu'ils peuvent être ensemble. Je pense que c'est important. Moi, je les exhorte en tout cas à essayer de se mettre ensemble le plus possible, et aussi de défendre l'idéal pour lequel toute cette couche, ces jeunesses se battent, c'est-à-dire que l'idéal du président Sankara. Derrière chaque homme, grand homme, il y a une grande femme, vous étiez la grande. Quelle a été votre contribution dans la construction du leadership de Thomas Sankara?
Vous avez dû jouer un rôle. La personne du président Thomas Sankara, son leadership. Oui, mais le président Sankara, moi, je n'ai pas eu à faire quelque chose parce que il s'est fait lui-même. Hein, depuis, ça dit que c'est des idées qu'il a eues même quand on entend ses parents parler et tout ça. Il s'est construit depuis son jeune âge. Ça dit que c'est, comme je dis, ces valeurs, les critères de valeur c'était important pour lui. Il a toujours été comme ça, une personne en tout cas juste, sensible, qui est honnête, hein, et donc qui a toujours qui s'est toujours révolté contre l'injustice. Donc, au contraire, moi, le fait de l'avoir rencontré, peut-être que ça m'a permis aussi d'être une autre personne. Et c'est une personne que vous ne pouvez pas approcher et ne pas voir les choses autrement. Ouais. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir chez certains dirigeants, Thomas Sankara, ce n'était pas en tout cas quelqu'un qui impliquait sa famille officiellement, ouvertement, dans la chose politique, dans la gestion de la Respublica. Est-ce que, officieusement, il arrive qu'il échange avec vous de la politique, essayer de comprendre certaines choses, avoir votre point de vue? Oui, bon, ça c'est la moindre des choses dans un couple. Parce qu'il faut préciser quelque chose aussi, parce que Thomas Sankara disait qu'il était en mission. C'est-à-dire que ce n'était pas, comment dirais-je, c'est pas le pouvoir qui l'intéressait. C'est-à-dire que c'était le peuple, le bonheur du peuple qui l'intéressait. Donc il se disait que bon, lui il est en mission. Bon, sa famille n'a pas à jouer un rôle. Je vous raconte une histoire parce que comme on dit, hein, nous tous aussi on souhaitait, parce que bon, étudiants on a milité et puis nous avons beaucoup de personnes espéraient que ça change, que les choses changent dans nos pays. Et quand il est devenu président, bon, avec quelques femmes, tout de suite nous avons essayé de mobiliser des femmes. Et ce groupe de femmes, ils sont allés le voir pour que je sois la responsable du mouvement. Bon, il leur a répondu, hein, bon, je partage ses idées. Il leur a dit non, c'est pas parce qu'elle est mon épouse qu'elle doit être automatiquement la responsable. Vous choisissez une femme qui est capable de diriger les autres femmes. Bon, c'est bien qu'elle soit militante. Si par son militantisme, elle s'élève, là elle sera responsable par son militantisme, mais c'est pas parce que elle est la femme du président qu'elle doit être autonome. Donc nous avons fonctionné comme ça. Moi ça me pose, moi je continue à faire mon travail, et quand j'ai des obligations d'épouse du président, je le fais. Et bon voilà, s'il y avait pas. Surtout qu'ils étaient 4 en même temps. Ils étaient 4, donc il n'y a pas de quoi que ce soit moi qui occupe certaines positions et les autres femmes. Vous parlez du CNR, ils étaient 4. Du CNR, il y avait donc Thomas Sankara, il y avait Blaise Compaoré, et Henri Zongo et Lengani. Donc c'était les 4. Thomas Sankara était un homme désintéressé. Sénène Andrea Mirado, un grand journaliste qui l'a côtoyé, raconte qu'un jour, chaque dimanche, il partait prendre le petit déjeuner chez ses parents. Il était à court de 1000 francs CFA pour acheter les nécessaires à mener. Il a fouillé dans ses poches, il n'en avait pas. Il a demandé à son aide de camp, il n'avait pas. Il a dû même fouiller chez vous, il n'a pas eu. Il a été obligé de prêter 1000 francs à quelqu'un, à un opérateur qui était en réunion là-bas, pour aller prendre le petit déjeuner dans sa famille. Comment expliquer qu'un président soit réduit à... Comment l'expliquer? Vous avez dit souffrir vous-même, non? Bon, souffrir, ça dit que non, je partageais, c'était pas une souffrance. C'était pas une souffrance, c'est normal, ça dit que... Comme ça, parce que même avant qu'il ne soit président, quand on s'est marié et tout ça, des fois il sortait, lui il était au camp militaire de Pau. Et moi j'étais à Ouagadougou. Quelquefois quand il vient à la fin du mois et tout ça, bon,
je lui dis, il me dit, bon, ah oui, bon, parce que il y a telle personne qui est passée, j'ai dû inviter à boire et tout ça, donc, bon, il me faut tant. Bon, des fois, je lui dis, mais prends une certaine somme, mets dans ta poche, on ne sait pas. Non, il s'en va, c'était pas. Donc, maintenant, quand il a les dettes, il vient, bon, je rembourse, je lui dis, pour dire que l'argent, et même quand il était président, bon, il a renoncé à ses indemnités de président, il avait son salaire de militaire. Quand il vient... votre salaire même était plus élevé que son salaire. Était élevé parce qu'à la présidence, c'est-à-dire que moi, j'ai tout fait avec mon salaire, je n'avais pas de caisse noire. C'est-à-dire qu'on mangeait sur mon salaire et tout, bon, il y avait son salaire. Et un jour, je lui disais, moi, j'ai dit, écoute, pardon. J'ai dit, ton salaire, j'ai dit, même si c'est peu, moi, j'en ai besoin. J'ai dit, maintenant, depuis que tu es devenu président, j'ai dit, les charges me dépassent. J'ai dit, donc, j'en ai besoin au moins pour qu'on puisse manger. Parce que même quand des gens mangeaient à la maison, ça dit que dans notre table, c'est pas les invitations. Donc, c'est moi qui assumais, je faisais le repas. Et comme lui, il n'était pas gourmand, il peut venir. Parce que c'est dont il avait horreur de venir trouver une grande table faite avec beaucoup de choses. Non. Quand vous faites ça, il vient s'il y a du riz, il prend un verre, il met le riz dans son verre, il met du lait, et puis bon, c'est fini, il est parti. Donc, il mange et puis il va se coucher. Donc, je fais un plat, un truc sobre et tout ça. Parce que tout ça, il s'est dit, mais pourquoi manger autant quand on pense qu'il y a des gens qui ne mangent même pas, qui n'ont même pas un repas par jour. Donc, ça dit que le sacrifice, il avait vraiment le sens du sacrifice. Et puis bon, c'est juste, quand vous êtes avec lui, comme j'ai eu à le dire, ça dit qu'il était convaincu, déterminé par ce qu'il fait. Il est tellement convaincant que quand vous êtes avec lui, vous ne trouvez pas que c'est une souffrance. Moi, bon, ça me posait, je trouvais normal. Parce que je vous dis que même à la présidence, il nous arrivait, on ne mettait même pas le climatiseur. Pour moi, bon, personnellement, l'air conditionné, bon, j'aime pas trop. Mais bon, la nuit, il va sortir un matelas pour dormir sur la terrasse. Parce qu'il fallait pas, c'est des dépenses, quoi. Consommer l'électricité et tout ça. Ça me gênait pas. La famille de Thomas Sankara, lorsqu'on la regarde, elle est à l'image de l'icône de la Révolution, contrairement à d'autres familles qui se sont déchirées après pour le matériel, après la mort de leur leader, on l'a vu ailleurs. C'est une famille qui est restée unie. J'ai échangé avec beaucoup de ses frères et sœurs. C'est une famille qui est restée unie et modeste. Oui, ben, ça dit que c'est l'image, sa famille a été toujours modeste, unie. Même quand il était président, sa mère a continué à vendre des condiments au marché. Elle vendait ses condiments, elle venait faire sa cuisine. Bon, ça ne le gênait pas. C'est sûr que quand c'est comme ça, tout de suite, des gens se précipitent pour vous dire « Ah oui, il faut changer la maison de votre père, il faut pas... » Non, lui, il est en mission. Donc, les gens continuent leur activité et tout ça. Et bon, il était en mission, sa mission a été brève. Et bon, quand on pense, la famille a été réunie parce que comme on dit, ça dit que sa mort a révolté tout le monde. Ça fait mal parce que c'est quelqu'un qui savait se sacrifier pour tout le monde. Il ne le méritait pas. Il ne méritait pas de mourir de cette manière, surtout de quelqu'un qui a pu s'intégrer dans la famille, qui se faisait passer pour un ami, qui avait même, qui fréquentait, même qui allait, parce que quand il était président, il n'avait pas tout le temps d'aller dans sa famille. Mais lui, Compaoré, il avait l'occasion de partir. Même au palais, il venait. Moi, quelquefois, il m'arrive de revenir du travail. Quand je rentre chez moi, je viens trouver que Compaoré sort. Il sortait de la maison, il est rentré, il s'est servi, il a mangé, il est reparti. C'était comme chez lui. Hein? Donc, bon, moi, j'avoue que jusqu'à ce qu'il voit les balles, des balles qu'on tire sur lui, il ne croyait pas. Parce que quel que soit ce que les gens disaient et tout, bon, moi-même, des fois, quand je rentre du travail alerté de la ville avec des informations, et je lui dis, il me dit non, ça va aller. Et je sais que quelques jours, même avant le 15,
parce qu'il y avait des tracts qui circulaient sur lui, et puis même il y en a eu sur Compaoré, et ce jour-là il est venu dire ah bon vraiment ils ont fait un tract sur Compaoré, lui il va aller le voir parce qu'il pense qu'il est déprimé. Je dis ah bon, qu'est-ce que je peux dire? Un jour j'étais à la maison, ce jour je ne sais pas pour quelle raison je suis pas allée au travail, donc il m'a envoyé un mot par le chauffeur, et puis il me disait que tu vois qu'il ne faut pas t'inquiéter parce que Blaise, il commence à comprendre qu'il est manipulé, que ce sont des gens qui le manipulent. Il va les démasquer. Quand il va les démasquer, nous pourrons continuer tranquillement notre révolution. Donc ça veut dire qu'il pensait que malgré tout ce qui se disait, bon, la révolution, parce que pour lui la révolution était plus que tout. L'intérêt du peuple était plus que tout. Donc il pensait qu'un jour, en tout cas, il va se rendre compte de tout ça, que ce sont que les gens, il allait démasquer les gens qui pourraient continuer. Ils pourraient continuer tranquillement. Mais il y a des moments aussi que lui-même, il sentait que sa mort pouvait arriver à tout moment. Bon, il sentait que ça pouvait arriver, mais il se disait que bon, c'est quand même, lui, il ne l'aurait pas fait. Donc il se disait quelque chose, c'est-à-dire que quand je vous dis quelques jours après, quelques jours avant, quand il m'a envoyé ce mot-là, j'étais à la maison, parce que bon, avant de partir au travail, il a vu que bon, enfin, j'étais pas très en forme et tout ça. Donc il m'a dit non, bon, il m'a assuré, il dit non, il va démasquer ceux qui manipulent et puis nous pourrons continuer la révolution. Et qu'est-ce que vous entendez faire, poser comme action pour la réhabilitation de Thomas Sankara? Bon, comme action, moi, ce que je demande, c'est la justice. C'est la justice parce que quand vous voyez, le peuple, la jeunesse l'a déjà réhabilité. Parce qu'ils se réclament de Sankara, ils l'ont réhabilité. Maintenant, il faut que justice soit rendue. Si justice est rendue, bon, je dis que ce n'est plus le problème de moi ni de sa famille. Ça devient maintenant le problème du peuple burkinabé. Et donc c'est aux autorités maintenant de savoir de quelle manière ils vont le réhabiliter. Mais bon, pour moi, ce qui est important, que justice soit rendue et que les coupables soient à leur place. Je pense que ça va être une tranquillité aussi d'esprit pour tous ceux qui se battent pour la justice. Pas même une fondation, Thomas Sankara? Vous entendez créer? Une fondation... Bon, je n'y ai pas parce que non, une fondation, je sais pas, pour le moment je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce qui est sûr en tout cas, ce qui me préoccupe c'est la justice. Et après, bon, on verra si Dieu nous donne longue vie, on verra ce qui peut se passer après. Y a-t-il quelque chose, petit truc, de Thomas Sankara qui vous a marqué? Oui, ce qui m'a marqué c'est toujours sa jovialité, c'est-à-dire que bon, toujours prêt à vous mettre à l'aise et tout ça, ça me manque beaucoup. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui lui tenait à cœur, qu'il voulait faire au Burkina, qu'il n'a pas pu faire et que vous, un jour, vous allez faire? Par exemple, j'ai appris qu'il voulait faire un hôtel à Gawa, la ville où il a grandi, par exemple. Oui, mais même s'il voulait faire un hôtel, c'était un hôtel autre chose. Pas pour lui. Pour le peuple et tout ça. Mais bon, moi, je pense que, comme je vous dis, ce qu'il voulait faire, moi, je laisse le soin à ceux qui défendent son idéal. Parce que, bon, moi je suis aussi fatiguée maintenant, je voudrais me reposer aussi. Mais bon, je pense que cette jeunesse, je laisse l'initiative à la jeunesse. Et s'il faut les accompagner, je les accompagnerai. Parce que je sais qu'ils ont des idées, ces jeunes aussi, ils ont beaucoup d'idées. Bon, sinon, personnellement, pour le moment... C'est la justice qui vous tient. Après, je verrai, j'aurai tout le temps. On est à la fin de cette émission. La jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine vous regarde en ce moment. Dites-leur qui était Thomas Sankara et qui ont envie d'être comme lui, d'incarner Thomas Sankara en tant que message de la fin. Comme dans ce que vous dites, je pense que là où je suis, j'ai même pas besoin de leur dire qui était Thomas Sankara. Je crois qu'ils le connaissent. Ils connaissent ses discours, ils connaissent tout.
Bon, seulement eux-mêmes, ils le prennent comme symbole, comme modèle. Bon, je ne peux que les encourager dans ce sens. Oui. Encouragé dans ce sens, Sankara même disait, là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et voilà. Y a-t-il une autre citation de Sankara qui vous marque? Il y en a beaucoup, mais bon, vous avez dit ce qui est important, je crois que c'est bien. Il ne faut jamais se décourager. Il disait aussi, mieux vaut faire un pas avec le peuple ouais. que 100 pas sans le peuple. Et oui, vous connaissez très bien aussi. Oui, vous connaissez bien Sankara. Mariam Sankara. Beaucoup de jeunes sont dans cette situation. Et pour moi, c'est une fierté. Et je pense que l'avenir, c'est pour les jeunes, c'est leur avenir. C'est eux qui savent. Aujourd'hui, ils savent comment construire leur avenir. On est dans un monde qui est difficile et tout ça. Moi, ce que je dis, je suis panafricaniste aussi, aussi panafricaniste comme vous. Moi, je me dis que c'est eux de rendre notre Afrique digne, indépendante. Ils en ont les moyens, cette jeunesse-là. Je leur souhaite, je les encourage dans ce sens. Ils ont tous les moyens pour ça. Mariam Sankara, en tout cas, ce fut un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. J'imagine la jeunesse africaine, la jeunesse du monde qui aspire à la liberté, à la justice, a bien entendu votre message. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite de programmes sur Africable, la chaîne panafricaine.